Une nouvelle session qui s'ouvre sur Reverse, plutôt sur YouTube, un nouveau CQFR. Shai toujours à mes côtés. Shai, on va parler de Demar DeRozan. Demar DeRozan qui s'est exprimé dans 2 interviews différentes, ou Ouais. dans un podcast et une interview. Demar DeRozan qui est très confiant, qui fait preuve. Il se sent en confiance, voilà, c'était le bon terme. On va commencer peut-être par ce qu'il a annoncé sur les Kings. Ouais. Ça te va? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé des Kings. Généralement, on évite de parler des Kings. C'est l'occasion. On a pris des réflexes des époques précédentes où c'était une équipe qui comptait pas trop, mais là maintenant ils sont quand même revenus dans la Exactement. dans la discussion quand même. Et mais regarde, le simple fait que quand il est arrivé, il a dit je rejoins les Kings pour la culture de la franchise. Et on peut rigoler parce qu'à une époque ça aurait été presque une blague, mais ils ont construit quelque chose d'intéressant et il commence à être assez cool. Je vais oser ce terme. Ça peut être une équipe qui devient cool et DeRozan est très ambitieux en rejoignant les Kings. C'est pas forcément là où on l'attendait. À ce stade de sa carrière, on savait qu'il chercherait peut-être une équipe californienne probablement, parce qu'il y a eu plusieurs. Il l'a dit d'ailleurs, je crois, dans le podcast de Paul George auquel il a participé. Il a dit qu'il y avait eu des touches avec les Clippers, avec les Lakers, mais qu'une fois de plus, ça s'était pas fait et qu'il avait choisi les Kings parce qu'il avait l'impression que c'était une équipe qui montait et au sein de laquelle il pourrait apporter quelque chose. Et donc son affirmation, son pari peut-être, c'est comme ça qu'on pourrait dire, parce que la question à la base, c'est quel bold take tu as sur la saison à venir? Et il a dit les Sacramento Kings en finale de la conférence Ouest. Voilà en bold take, il a dit? Ouais. Oui, donc généralement, bold, c'est que tu prends un pari un peu auquel les gens ne ça. s'attendent pas, vu comme un pari risqué. Du coup, ça change la manière dont je vais répondre. Parce que tu vois, s'il était très, 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 très sérieux, je lui aurais dit quand même, calmons-nous un petit peu. Mais si c'est en mode bold take, bon, je comprends. Il y a du coup une grande confiance dans son équipe. C'est vrai qu'ils ajoutent un 3e All-Star quelque part. Après De'Aaron Fox et Domantas Sabonis, qui sont eux dans leur prime. Donc là, tu as un 3e All-Star, tu peux t'attendre à changer de cap, surtout que Demar DeRozan, il va pas se dévaluer lui-même et se dire ah bah non, moi je vais pas aider cette équipe. Je suis sûr qu'il pense sincèrement qu'il va aider cette équipe. C'est vrai qu'il y a le départ d'Harrison Barnes, il y a toujours un autre axe de développement possible, c'est celui de Keegan Murray, de se dire que si Keegan Murray passe un cap, qui est un joueur que nous on aime bien ici dans la rédaction. Si Keegan Murray passe un cap, devient. En plus, là maintenant, je pense que Keegan Murray va jouer poste 4, à mon avis. Très Je me probable. souviens pas, et je crois qu'ils n'ont pas pris d'autres postes 4. Moi, j'aime bien cette idée. Alors voilà, il peut être peut-être un peu léger dans la raquette, mais de toute façon, il jouera au large et il défendra au large 95% du temps. Donc, il y a une équipe intéressante où ce sera peut-être Trey Lyles. Je ne sais pas comment ils vont faire. On verra. Est-ce qu'ils vont faire jouer Fox, Werther, DeRozan, Murray et Sabonis? J'aimerais bien ce 5 serait très, très, très offensif, pas très défensif. Mais de toute façon, les Kings, depuis qu'il y a Mike Brown, ils ne défendent pas de toute façon. Donc, cette équipe, elle peut être pas mauvaise. Elle peut être, je n'irai pas jusqu'à dire finale de conférence, mais je pense que c'est une équipe qui ne sera pas mauvaise. Mais je me demande maintenant, enfin, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'on va revoir l'équipe qui était super enthousiasmante il y a 2 saisons, très offensive et qui avait surpris parce qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est l'équipe qui a un peu plafonné la saison dernière et qui était rentrée dans le rang? Je pense que l'arrivée de DeRozan, elle est vraiment intéressante parce qu'ils n'ont jamais, dans un passé récent, eu ce profil-là, un mec aussi expérimenté, aussi fiable, parce que c'est quand même sa qualité, c'est un mec extrêmement fiable, tu sais ce qu'il va t'apporter, c'est un leader maintenant très respecté en NBA, sur lequel tu peux compter à chaque fois. Il a aussi ses limites. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour les Kings dans cette conférence Ouest qui est ultra relevée, c'est l'aspect défensif. Parce que si c'est un backcourt Fox DeRozan, par exemple, avec Werther, avec Keegan Murray, c'est pas mal quand même, il y a du potentiel. Sabonis, c'est pas un grand défenseur non plus. J'ai un peu peur de l'identité défensive de l'équipe, mais il y a 2 ans, ils n'avaient pas une forte identité défensive et ils ont surpris tout le monde en saison régulière et ils ont quand même ils ont bien emmerdé les Warriors quand même, faut s'en souvenir. Donc, je comprends, je me dis pas que c'est impossible, parce que par exemple, si on se souvient, à Minnesota aussi, ça annonçait des finales de conf et on n'y croyait pas forcément, on y croyait peut-être un petit peu plus, mais on n'y croyait pas forcément beaucoup. Donc pourquoi pas? Et DeRozan apporte quelque chose en termes de scoring, en termes d'expérience qu'ils n'avaient pas jusque-là, et pourquoi pas? Il n'y a pas beaucoup de monde qui va miser sur les Kings cette année, ne serait-ce que pour la qualif directe en playoff, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont aussi renforcées. Mais je trouve que c'est vraiment, DeRozan est vraiment une bonne recrue à plein d'égards, offensivement et au niveau de l'expérience, parce que c'est ce qui leur manquait. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est une bonne recrue. Après, voilà, c'est vraiment
c'est une prévision bold, quoi. C'est un pronostic osé de dire que les Kings iront en finale de conférence. Je pense que ne serait-ce que pour se qualifier dans le top 6 dans la conférence Ouest, comme tu l'as dit, c'est pas garanti. Je pense qu'il faut au moins atteindre les 50 victoires. Ils étaient à 46 la saison dernière. Ils avaient fait à peine moins bien que la saison où ils ont terminé 3e, c'était 48 victoires. Ouais, comme tu l'as dit, la conférence Ouest est tellement relevée. Là, évidemment, des équipes, on va dire les Mavericks et le Thunder, c'est des choix logiques pour les finales de conférence. Les Nuggets, oh là là, j'ai oublié les Nuggets. Les Nuggets, donc tu as 3 équipes où c'est quand même des choix très logiques. Tu sais qu'il y a forcément au moins une de ces 3-là qui ne sera pas en finale de conférence. Les Suns, pour moi, si je devais faire le pari bold, moi, ce serait de mettre les Suns. De me dire, les Suns, cette année, ils vont être plus forts, ils vont atteindre les finales de conférence. Donc, il y a les Suns, je les mettrais devant. T'as même Minnesota qui a été... Minnesota, évidemment. Ouais, voilà, où tu peux te dire, même si je pense que Minnesota va se retrouver dans la position, justement, là, tu peux plus trop surprendre. Et j'ai peur, peut-être un petit peu, départ de Kyle Anderson. C'est un joueur du banc intéressant. Rob Dillingham est un bon jeune, mais j'arrive pas à croire qu'il va forcément avoir un gros impact sur cette équipe dès maintenant. Après, bon, tu as la progression d'Anthony Edwards, quoi. Mais les Timberwolves, voilà, mais bien sûr, tout à fait raison. Les Timberwolves, je les citerai avant les Kings. Quelle autre équipe je serais sûr de mettre avant? Il y a peut-être. Après, voilà, c'est peut-être les seules équipes où, si tu me devais me dire qui va aller en finale de conférence, je mettrais au moins toutes celles-là avant les Kings. Mais bon. Faut réussir à finir devant d'autres équipes qui sont en plus en mode outsider, les Warriors, les Lakers, les Clippers. Enfin, l'Ouest, c'est n'importe quoi. Ça, tu peux pas. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'à la fois, ça peut paraître un peu ambitieux parce que tu es les Kings et que historiquement, tu n'as pas beaucoup performé en playoffs ces dernières années. Tu n'as même pas atteint les playoffs fréquemment ces dernières années. Mais j'avais vraiment bien aimé l'équipe d'il y a 2 ans avec le Murray, Keegan Murray rookie, avec D'Aaron Fox qui avait passé un cap quand même, surtout sur le premier tour de playoff là contre les Warriors. Sabonis sur le spectre des joueurs sous-cotés, sur-cotés, on ne sait jamais vraiment. Tu vois, hier dans le classement que tu nous citais, il était assez haut quand même. Mais c'est un joueur qui semble avoir ses limites, mais qui en même temps t'apporte tous les soirs des garanties au scoring, au rebond, même à la passe. Enfin, c'est un joueur très très complet quand même. Et ils ont des choses. Ils ont des choses. Je ne sais pas s'ils auront assez de défense pour tenir la distance sur toute la saison. Mais je pense que DeRozan, en tout cas, pour revenir sur lui, va faire une très très bonne saison et que c'est un mec qui vieillit bien. En plus, tu vois, son style peut paraître un peu 90s avec cette arme énorme qu'il a toujours eu à mi-distance. Mais je dis, finale de conférence, c'est compliqué, mais je n'exclus pas de les mettre à la fin, déjà au moins dans le play-in, ce qui n'est pas si évident à l'Ouest. Donc ce serait déjà bien pour eux. Ouais, c'est pas la prévision, mais c'est pas la déclaration de DeRozan qui nous a le plus fait tilter. Il y en a eu une autre passage dans un podcast. On lui demande un peu ce que seraient donné les Raptors s'il avait jamais été transféré contre Kawhi Leonard. Et pour lui, c'est sûr, en fait, le résultat aurait été le même, c'est-à-dire qu'il est persuadé qu'à un moment, Toronto aurait gagné un titre. Voilà, avec DeRozan, donc avec lui-même en tant que star, aux côtés de Kyle Lowry, Pascal Siakam, etc. Là, moi, j'ai beaucoup plus de mal. Je vais te lancer sur une question. Ouais. Est-ce que tu sais combien de fois... C'est semi-lié. Est-ce que tu sais combien de fois DeRozan a été All-Star sous le maillot des Raptors? Je vais te donner le nombre de saisons qu'il a joué à Toronto. Il a fait 9 saisons à Toronto. À ton avis, il a été All-Star combien de fois? Sur les premières années, il n'y était pas... C'était... 4. Exactement. Il a été 4 fois All-Star. Alors, oui, tu as raison. Et forcément, ces premières années, il monte en puissance. Mais voilà, il a été 4 fois All-Star en 9 saisons. C'était pas non plus DeRozan à ce moment-là. Et ça l'a jamais été, en fait, tout simplement. DeRozan n'a jamais été un très, très, très grand joueur de cette ligue. Voilà. C'est juste te lancer là-dessus. Ça donnera pour ma réponse de tout à l'heure. Mais voilà. Donc DeRozan pense que les Raptors auraient pu être champions, même sans faire ce trade. Je partage ton avis. Je pense que ça me paraît compliqué à affirmer, en tout cas. Il faut rappeler qu'ils ont été champions avec le trade, directement après le trade de Kawhi Leonard, qui était un pari de Masai Ujiri, et que ça a été très dur à encaisser pour DeRozan. Il le dit dans le podcast. Il dit, tu quittes une équipe au sein de laquelle tu as été très très compétitif pendant plusieurs années. Et à chaque fois, il se heurtait au même obstacle. C'était LeBron James. C'était assez terrible d'ailleurs, parce que c'est une équipe qui affichait beaucoup de promesses et qui à chaque fois se heurtait à LeBron, que
que ce soit avec Miami, avec Cleveland, ça a toujours été compliqué. Et lui, son point de vue, c'est de dire l'obstacle, c'était LeBron, et vu à ce moment-là, il était parti à Los Angeles, il n'y avait plus LeBron dans la conférence Est, donc on serait allé au moins en finale NBA et il pense qu'ils auraient gagné. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que cette année-là, il faut se rappeler quand même qu'il y a. Est-ce que DeRozan met le panier un peu miraculeux de Kawhi? Est-ce qu'il fait une campagne de playoff aussi énorme que celle qu'avait fait Kawhi Leonard? Quand même, il les avait portés jusqu'en finale et il a été MVP des finales derrière. J'en suis pas sûr. Kawhi Leonard, de cette époque-là, en tout cas, c'était un meilleur joueur de basket que DeMar DeRozan. Une superstar de la ligue pour le coup, ce que DeRozan est une star. Vraiment, je trouve que c'est vraiment un beau joueur. C'est un mec, typiquement, lui, dans les années 90, je sais que c'est pas toujours pertinent de se dire ça, mais lui, il avait un jeu taillé pour les années 90, selon moi. Énorme dunker en début de carrière, enfin, joueur très athlétique, énorme joueur à mi-distance. Voilà, beau joueur de basket, mais c'est pas le même standing que le Kawhi de cette saison-là, je pense. Donc, ils auraient peut-être qu'ils auraient été en finale NBA, c'est pas à exclure. Mais déjà, ça, j'en suis pas certain. Il y avait les Sixers de Embiid, Butler, Simmons, enfin une équipe incroyable et qui passe pas le cut sur un miracle. C'est un miracle, le shoot de Kawhi. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il essaie un peu de se rassurer. Il dit aujourd'hui, j'arrive à être content déjà pour eux, pour ses potes qui ont gagné le titre derrière, parce qu'il les connaît. Kyle Lowry, Siakam et tout, et c'est des mecs avec lesquels il a joué. Et du coup, je pense que pour se rassurer, il se dit bon, bah. C'était pas moi le problème, le maillon faible, le problème. Voilà, c'est juste que c'est l'arrivée peut-être de Kawhi. C'est juste que l'obstacle c'était LeBron, mais si j'étais resté, on aurait gagné. Je pense que ça le rassure un peu parce que ça l'a vraiment affecté. C'est un mec qui a beaucoup parlé de ses problèmes de santé mentale et tout ça, et ça n'a pas aidé de partir et de voir ton équipe qui gagne un titre, quoi. Je pense. Ouais, dans la foulée. Directement dans la foulée. Donc. Je pense que c'est un peu pour se rassurer, mais par contre, je pense que non, les Raptors n'auraient pas été champions s'ils n'avaient pas fait le trade de Kawhi. C'est un coup de génie qui a fonctionné à très court terme, mais qui leur permet aujourd'hui d'avoir une bague qu'ils auraient, à mon avis, jamais eue. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord. Mais je comprends la blessure de DeRozan. Mais tu as raison, c'est dur. En plus, ouais, ça m'a tilté quand tu as dit, ouais, ses potes, ils ont une bague et pas lui, tu vois. T'as été la star de ce groupe. J'étais sur les All-Stars, là, c'était juste pour défendre cette espèce de théorie de. Oui, DeRozan, c'était un bon joueur, c'était un très bon joueur, même par saison. Il a quand même fait des saisons où il était à 27 points par match et il y avait vraiment quelque chose. Mais il n'a jamais été la référence de la ligue, il n'a jamais été un des 10 meilleurs joueurs de la ligue, et peut-être même jamais un des 12 meilleurs joueurs de la ligue. Et c'est difficile de se dire que tu es champion NBA avec lui en tant que meilleur joueur. C'est pas que c'est le c'est juste qu'en fait, c'est pas un problème DeRozan, c'est juste que Kawhi Leonard, c'est le meilleur Kawhi. Le Kawhi de 2019, c'est le meilleur Kawhi de toute sa carrière. Et c'est le meilleur joueur NBA, je pense. Hein. Exactement, c'est le meilleur joueur du monde. Donc imaginons, par exemple, DeRozan, je reviens sur ce truc de 12, il était peut-être le 12e meilleur joueur de la ligue. Ouais. Et tu échanges le 12e meilleur joueur de la ligue contre le meilleur joueur du monde. Et malgré ça, comme tu l'as dit, ils ont galéré pour sortir une énorme équipe des Sixers. Tu vois, la meilleure équipe qu'a eu Joel Embiid jusqu'à présent, avec peut-être celle de cette année. C'est une série où il y a 4-3. J'ai les stats de Leonard en playoff sur cette saison-là quand même. Donc, il fait 28 points, 6 rebonds au premier tour avec 55% au tir et 53% à 3 points. Au deuxième tour, contre les Sixers, justement, quand il gagne 4-3, il a 35 points, 10 rebonds, 4 passes de moyenne, 53% au shoot. Wow. Et t'imagines, il a Butler, Simmons qui défendent sur lui, quoi. Après, contre Milwaukee, parce que pareil, DeRozan, on a parlé de Philly, mais il y avait les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Pour moi, c'était une meilleure équipe que celle de Toronto. Tu vois, si tu enlèves Kawhi Leonard. Donc, les Bucks, où pareil, Kawhi, il s'emploie de ouf. Contre les Bucks, il a 29 points, 10 rebonds, 4 passes de moyenne. Tu vois, avec Giannis et Middleton sur le dos. Et ensuite, non, pardon, oui, je t'ai dit quoi? Oui, il était à 30 points, excuse-moi. Il était à 30 points, 10 rebonds de moyenne. Et en finale, 29 points, 10 rebonds de moyenne contre les Warriors. Non, c'était du Kawhi, c'est une campagne absolument historique, cette campagne de playoff de Kawhi. Je pense pas que DeRozan, il avait ça dans les jambes. Ouais, je peux comprendre qu'il dit ça parce que ça lui fait du bien aussi, peut-être parce qu'il croit vraiment en ses. Il a raison de croire en ses qualités, en son talent. C'est un super joueur, mais voilà, la raison pousse quand même à imaginer que ça aurait été compliqué. On le saura jamais. Hein. Encore une fois, c'est pas. Il y avait vraiment l'obstacle LeBron qui les a empêchés au moins de disputer. Ils auraient disputé des finales NBA sans LeBron à l'Est.
Ça paraît assez certain. Ils ont quand même eu des très très belles périodes et des belles saisons. Même gagner un titre, ça aurait été, je pense, ça aurait été compliqué. Je me souviens plus, ils vont en finale de conférence? Les Raptors, Ouais, ils font une finale de conférence. ouais, Ils en font une. Hein. Après, bon. Et ils perdent contre les Cavs, ouais. Ouais, en 2016. Tu vois, parce que tu vois, bon, ils auraient peut-être fait des finales NBA, mais je suis même pas Non, c'est 100% persuadé, mais tu as raison. Enfin, ils auraient pu en faire une quand même. Oui. Mais je trouve quand même qu'il y a toujours eu un monde entre DeRozan et les grandes superstars de cette ligue. Mais voilà, mais c'est normal. Des grandes superstars dans cette ligue, il y en a 7 par. Enfin, tu vois. Par contre, il finira DeRozan en tant qu'individu. Je pense qu'il va jouer assez longtemps. Et je sais pas où il en est dans le scoring all-time, mais c'est un joueur qui score beaucoup tous les ans. Je pense qu'il va laisser une empreinte quand même. Tu vois, c'est un mec qui est respecté et tout. Juste, il aura, tu l'as dit, pas atteint le rôle, le statut de superstar, à moins que là, sur la fin de carrière et sur le passage aux Kings, il nous fasse mentir. Et je leur souhaite. Je le souhaite aux Kings et à DeRozan, mais ouais, c'est un joueur intermédiaire en fait. Et c'est pas négatif. C'est déjà incroyable de faire une carrière comme il a fait. Voilà, avec peu de franchises finalement, avec Toronto, avec San Antonio, il a été bon aux Spurs aussi quand même sur une période un peu intermédiaire aussi. C'est peut-être là où il a été le plus fort. Ouais. C'est ça qui est fou. Et à Chicago, c'est un peu la déception parce que lui a été très très régulier et très bon, mais voilà, collectivement, ça a pas suivi. C'est peut-être le petit bémol que je peux apporter à tout ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a pas que 2019 au final. Il y a ce qui se passe ensuite. Et c'est vrai que DeRozan, je pense en fait le meilleur DeRozan, mais c'est presque même pas celui de Toronto, quoi. Je pense que c'est celui de San Antonio et même à Chicago, comme tu as dit, il a été excellent. Après, il était très bon à Toronto. Et c'est de savoir après OK, donc il n'y a plus LeBron. Je pense que 2019, ça aurait été trop short. Il y avait des très bonnes équipes. Ouais. Et même 2020, après, tu vois, il y a l'avènement des Bucks puis des Celtics. Je suis pas persuadé que les Raptors auraient vraiment été. Même avec Siakam, Laurie, après, voilà, ils auraient eu une très belle équipe, mais j'arrive pas à me dire que ça aurait forcément été l'équipe qui domine à l'Est au point d'aller chercher un titre, quoi. Ne serait-ce qu'un titre, tu vois. C'est compliqué. Mais pour finir sur DeRozan, sur le DeRozan individuel, pour ce qu'il va laisser, il y a quand même, j'avais un peu oublié, mais il a quand même 2 médailles d'or avec Team USA. Il a fait les JO de 2016 et la Coupe du Monde 2014. Il était dans ces équipes-là, donc il peut quand même se vanter de ça. Et ce sera intéressant de se pencher sur sa carrière quand il aura arrêté, parce que c'est un joueur, c'est pas un joueur banal quand même, tu vois. Ouais, c'est vrai, bien sûr, ça sera un des joueurs de sa génération, tu vois, qui a quand même une très très belle carrière, c'est clair. Ouais. On peut parler d'une joueuse maintenant qui, elle, est partie pour être une légende absolue. Ouais. A'ja Wilson, qui a battu le record de points sur une saison WNBA. Absolument, hier, la nuit dernière, lors de la victoire de Las Vegas contre le Fever, 86-75. Alors évidemment, il faut nuancer parce que ça fait seulement quelques saisons qu'il y a plus 34, mais 40 matchs, donc ça aide pour battre des records. Hein. C'est pas la seule à avoir battu des records récents. Mais bon, là, il reste, donc que je dise pas de bêtises, j'avais le classement sous les yeux. Les Aces ont joué 36 matchs, donc 2 de plus que ce qu'il y avait avant. Et donc là, elle a battu le record. Donc c'est dans tous les cas. Elle n'en a pas joué 36. Hein. Non, non, elle a manqué des matchs en plus récemment. Donc je crois qu'elle est à 34, elle. Voilà. Donc elle a joué pile. Voilà, donc là pour l'instant, indifféremment du nombre de matchs, elle est sur, dans tous les cas, une saison all-time. Avec 956 points, elle bat donc le record établi l'an dernier par Jewel Lloyd du nombre de points marqués sur une saison. Elle est en tête, elle est en train de réaliser la plus forte saison au scoring de tous les temps à la moyenne de points par match, devant Diana Taurasi en 2006. Là, elle est vraiment sur une saison all-time parce qu'elle est meilleure marqueuse, deuxième au rebond derrière Angel Reese. Elle est deuxième aux interceptions, première au contre, je crois. Sur les stats avancées, defensive rating, offensive rating, elle est première ou deuxième à chaque fois. Le PER qui est, bon, il faut toujours relativiser, c'est plus une stat qui est aussi parlante qu'avant, mais elle est première aussi, largement. Et elle est incontournable. Elle va être MVP cette année pour la 3e fois et elle est déjà sur la voie d'être une des légendes de cette WNBA. Son palmarès n'est pas du tout terminé. Elle a que 27-28 ans. Elle est incroyable. Elle va être élue MVP. Elle va tenter de porter les Aces vers un three-peat qui n'a pas été fait depuis 1 million d'années aussi en WNBA. Donc voilà, c'est à souligner. C'est une joueuse qui est le visage de la ligue parmi les joueuses les plus expérimentées maintenant et elle est incroyable. Honnêtement, je la pensais pas en début de carrière. On voyait qu'elle était forte. Elle vient d'une fac extrêmement forte, South Carolina.
Elle a été médiatisée assez rapidement et assez logiquement, mais je la voyais pas devenir aussi forte, honnêtement. Elle a vraiment progressé quand l'équipe a commencé à reposer sur ses épaules, et c'est une joueuse magnifique, voilà, tout simplement. En 34 matchs, elle est descendue que 2 fois sous la barre des 20 points. Ouais. Ouais, Et ça a presque été un problème que A'ja Wilson score autant cette année, hein, parce que ça veut dire que pour les autres, c'était compliqué. ouais. Et les aces qui tournent beaucoup trop autour d'elle, c'est des aces qui sont 4e du général. C'est plus l'équipe ultra dominante de saison régulière. Mais individuellement, elle fait l'une des toutes meilleures saisons de l'histoire de la WNBA. D'ailleurs, donc tu l'as dit, c'était une victoire contre le Fever hier soir. Petit match de Caitlin Clark, 16 points, 6 passes, 6 sur 22 au tir, 1 sur 10 à 3 points, 5 ballons perdus. Voilà, elle a été mise en difficulté. Ouais, il y avait le Fever est un peu le Fever est un peu en roue libre, hein, enfin relativement, parce que Indiana est 6e, ne pourra pas rattraper Seattle qui est 5e, et a peu de chances de se faire rattraper par Phoenix qui est dans une spirale de lose assez incroyable à la 7e place. Donc bon, Indiana, je pense que va se ménager un peu sur la fin de saison, et Caitlin Clark aussi. Il y a eu un autre match, enfin il y en avait plusieurs, mais Seattle a battu Los Angeles 90-82. Le Storm, c'est l'équipe de Gabby Williams qui est maintenant titulaire et qui monte en puissance. 17 points pour Gabby Williams. Ouais. Avec Seattle. C'est la deuxième fois qu'elle fait 17 points là, au cours des 3 derniers matchs. Elle avait aussi marqué 17 points contre New York. Elle commence à se montrer en attaque. Ça y est, là, ouais, il y a de la régularité en attaque. On avait parlé de ses petites difficultés offensives au début, mais qui ne l'empêchait pas de rayonner dans le jeu quand même. Elle a été un peu sur le banc parce que c'était Jordan Horston, qui est un peu plus jeune, qui débutait. Et là, maintenant, elle a vraiment intégré le 5 définitivement. Et donc, cette nuit, elles ont battu les Sparks 90-82, là, comme tu l'as dit. Et au-delà des 17 points, qui est une belle marque, hein, en WNBA, c'est pas si simple de marquer 17 points. C'est la deuxième meilleure marqueuse de l'équipe, derrière Skylar Diggins-Smith qui met 26 points, mais elle joue dans une équipe où il y a Jewel Lloyd, Nneka Ogwumike. Donc, être la deuxième meilleure marqueuse plusieurs fois de cette équipe-là, c'est pas anecdotique, et elle est en train de passer un cap, je pense, au niveau de la confiance déjà qu'elle dégage, et de celle qu'elle inspire à sa coach et à ses coéquipières. Elle est vraiment en train de passer ce step qui va lui permettre de peut-être devenir une joueuse un peu plus réputée et reconnue en WNBA, je pense. Ouais, moi, je suis pas surpris, tu vois. Alors, c'est vrai que j'ai pas suivi l'Euroleague, mais tu m'avais dit qu'elle était MVP de l'Euroleague, c'est ça? Elle a été MVP du Final Four. Du Final Four. Avec Sopron, ouais. Donc, quand forcément, même si évidemment, c'est pas la même ligue, t'as engrangé de la confiance, t'as appris à jouer dans un rôle. En équipe de France, elle est le leader offensif et même le leader de l'équipe. Et du coup, je suis pas surpris qu'en WNBA, ça se transpose petit à petit, et que là, du coup, elle prenne de l'importance. Je dis pas qu'elle peut devenir All-Star, ça, je connais pas assez, tu vois, mais je suis pas surpris de voir qu'il y a une espèce de progression offensive. J'espère que ça va durer pour elle, comme tu as dit, et qu'elle va pouvoir. C'est pas du tout impossible qu'elle soit All-Star la saison prochaine si elle garde le même type de rôle. Après, il y a beaucoup de joueuses, hein, mais c'est pas impossible. À Seattle, ce qui est dur, c'est vraiment ça, c'est le côté en WNBA, tu joues forcément avec au moins 2 ou 3 autres joueuses qui ont ce statut d'All-Star, qui marquent leurs points à tous les matchs. Mais par contre, tu as raison, en s'appuyant sur ce qu'elle a fait en Euroleague avec l'équipe de France, et hors de l'Euroleague, mais avec l'Asvel plus récemment, c'est clair qu'elle est en train de passer un cap. Et All-Star, c'est pas du tout impossible, hein. Il y a des joueuses moins fortes, de mon point de vue, qui ont déjà été All-Star dans un passé récent. Donc, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Yes. Bon, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. On se retrouvera de toute façon, évidemment, demain pour une nouvelle session sur basket, sur YouTube. Mon Dieu, chauffé. Bref, coupez les fins de vidéo. Non, regarde, ça vaut pas le détour. N'hésitez pas au passage à nous envoyer vos questions pour le CQFR du week-end. cqfr.reverse@gmail.com. Voilà. Je propose qu'on te clone et que tu fasses le CQFR avec ton clone. Que je me parle avec moi-même. Exactement. Ça aurait pas grand intérêt. Déjà, quand je suis tout seul, j'ai l'impression de me parler à moi-même. C'est pas hyper simple. Non, je préfère un Antoine Pimel diminué que. Je veux pas diminuer. Je suis juste. Tu vas m'envoyer une énorme pique sans faire exprès, tu vois. J'arrive pas à diminuer. Non, il est à 100% là, c'est dire. Non, mais t'inquiète, je comprends ce que tu veux dire. Et on se retrouvera avec plaisir demain pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous. Yes, à demain. Ciao.